Au nom de toute l'équipe des formations en management des organisations de santé, du comité directeur qui est représenté ici par Thomas, et puis de la direction et des coordinatrices, je voulais vous souhaiter la bienvenue au premier, dont on espère une longue série de rendez-vous de la santé. Alors on les a appelés rendez-vous de la santé et non du management de la santé parce que l'idée c'était aussi d'anticiper une collaboration et un partenariat avec le MAS de santé publique pour les prochains rendez-vous. Et donc il faudra trouver des salles de 300 à 400 places pour pouvoir mettre tout le monde. Mais on se réjouit en tout cas que vous soyez venus nombreux et apparemment il y en a même qui sont encore bloqués sur l'autoroute, donc on va bien remplir la salle. Alors, cette première édition, elle a été organisée à la faveur du passage en Suisse de Victor Rodwin, qui pensait être en vacances. Et donc, Victor est professeur émérite à NYU et à Columbia aussi University à New York. Et c'est un grand spécialiste des politiques comparées de santé. Et puis, qui a eu l'habitude d'intervenir avec nous parce qu'il a été bloqué ici à l'époque, à la faveur du Covid. Il a été bloqué en Suisse et on a eu beaucoup de chance à ce moment-là. Et donc, il a commencé à étudier le système de santé suisse et à s'intéresser au réseau de santé aussi en Suisse, et alors qu'il les connaissait déjà très bien aux USA et en France. Nous aurons aussi, évidemment, c'était la rencontre aussi entre Victor Rodwin et Michael de Ram, directeur de l'ensemble hospitalier de la Côte, qui intervient déjà dans nos formations. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas les faire dialoguer. Et évidemment, très rapidement, on s'est rendu compte que le dialogue pouvait s'ouvrir. Et donc, aujourd'hui, les acteurs, et en particulier les acteurs politiques, n'ont plus qu'un mot en bouche. On parle d'intégration tout le temps. Et pas plus tard qu'au mois de janvier ici, Pierre Maudet a annoncé avec fracas la mise en œuvre d'un projet d'intégration des soins pour le canton de Genève, un projet qui passerait par une caisse unique d'assurance maladie. Pour l'instant, l'intégration, c'est un mot dans sa bouche, un mot émoté, un mot contre tous les mots MAUX dans la santé. Et ben, pour certains, l'intégration, c'est pas seulement un mot, c'est aussi des faits, et ils l'ont fait. Et pour en parler, on a donc réuni 3 acteurs qui sont les 3 plus grands acteurs à avoir réellement mis en place des réseaux en Suisse romande. Et on les remercie chaleureusement d'avoir accepté rapidement de se réunir pour venir en parler. C'est d'abord le réseau Delta avec son fondateur Philippe Schaller, qui est un véritable pionnier en Suisse, en tout cas à ma connaissance. Il y a plus de 30 ans, je crois que Philippe a commencé à travailler en réseau et à mettre en place des réseaux. Il y a l'ensemble hospitalier de la Côte, qu'on a déjà évoqué, avec son directeur Michael de Ram, qui, depuis plus de 15 ans maintenant, met en place un véritable réseau dans la région de Morges et les alentours. Et puis enfin, le dernier né de ces réseaux, mais dont on a beaucoup entendu parler depuis 2 ans, et dont on se réjouit d'en savoir un petit peu plus, c'est le fameux réseau de l'Arc, dans le Jura bernois, qui est représenté ici par Dino Cauza, CEO du Swiss Medical Network, et qu'on remercie aussi d'être venu. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à Victor Rodwin, qui animera les débats. Victor. Merci Mathias. On m'entend? On m'a donné... Oui, vous m'entendez? Tu fais le premier slide. On m'a donné une mission impossible, c'est-à-dire de résumer 3 réseaux que je connais mal et pour laquelle je suis venu ici pour apprendre et m'instruire. Mais c'est pas tellement différent du managed care, qui lui aussi est une mission impossible, car c'est très différent que de gérer et d'administrer des soins, ce que font la plupart des gestionnaires. Donc, je crois que c'est très intéressant pour ce milieu, puisque si on apprend la gestion, c'est pas dans le système actuel qu'on gère beaucoup de choses. Mais dans les HMO théoriques, c'est vraiment le rêve du gestionnaire.
Et c'est une gestion quasiment impossible. Pourquoi? Parce que d'une part, il faut attirer une population pour joindre l'HMO ou le Managed Care Organization ou le soin. D'autre part, il faut les fidéliser. Il faut les garder dedans. Qu'est-ce qui se passe là? Je ne voulais... Ah oui, c'est bon, ça va. Troisièmement, il y a toute une idéologie, excuse-moi Philippe, autour de la promotion de la santé, de la prévention, qui est important. J'y crois. Et enfin, il y a ce petit problème de maîtriser les coûts. Alors, c'est des objectifs contradictoires et les gestionnaires qui doivent gérer ça font face à des défis très, très importants. Alors, je vais aller très, très vite pour introduire quelques concepts vus des États-Unis, de l'expérience que je connais, en vous disant d'abord que j'ai l'impression, ce ne sont que des impressions, qu'il y a une sorte de volonté en Suisse de transformer le système, mais on ne sait pas exactement comment. Mais je ne vais pas passer devant tout ça, mais on pourrait faire... La mission impossible, c'est je ne sais pas très bien comment on va faire tout ça dans 1 heure. C'est pour ça que je parle vite. Mais il y a un certain consensus autour de ça. Deuxièmement, je vais dire que voilà, j'ai pensé ce matin dans le train, quelles sont les grandes idées au fond du managed care, telles que moi je les comprends. Et je crois que la première idée est une idée ancienne. Ça vient de 1915, mais même avant, par le professeur Mayo. La nécessité d'organiser une coopération entre professionnels de santé. Je crois que c'est ça ce que le docteur Schaller représente depuis 30 ans en Suisse. Et voilà l'article de Mayo, je crois que c'est 1915, où il dit que c'est très important d'avoir la coopération dans la médecine. La deuxième grande idée, c'est la maîtrise des coûts, qu'il faut, on ne sait pas très bien comment, maîtriser les coûts. D'une part, par la contractualisation sélective. Je crois que vous avez une décision il y a 4 ou 5 jours sur ce problème en Suisse. Ce qui veut dire de contraindre la liberté de choix des usagers ou des assurés. Deuxième méthode de maîtriser les coûts, c'est d'achever ce que les économistes appellent des économies d'échelle. Comment faire plus en maintenant la qualité égale à un coût moins cher. Troisième très, très, très grande idée derrière tous les HMO aux États-Unis, c'est de transférer les activités actuellement à l'hôpital vers l'ambulatoire, le virage ambulatoire, si vous voulez. Il y a un livre très connu de Harold Luft dans les années 70 aux États-Unis, à partir de Kaiser et d'autres HMO, qui s'appelait « How do HMOs achieve their savings ?» Est-ce que c'est en faisant la promotion de la santé et le disease management, ou est-ce que c'est en transférant les activités hors de l'hôpital vers l'ambulatoire chaque fois que c'est possible? La thèse du livre, c'est que c'était ce dernier. Enfin, associé à l'idée du managed care, c'est qu'il y aura moins de tarification à l'acte et plus de tarification par capitation, c'est-à-dire on va transférer le risque des assureurs vers des professionnels ou des professionnels qui sont devenus gestionnaires pour manager ce risque. Enfin, la troisième grande idée, c'est la coordination et l'intégration verticale des soins. Et enfin, la gestion de la qualité et l'amélioration et l'intégration des systèmes d'information. Bon, je suis allé très vite, on pourrait passer des heures sur chacun des points et je demanderai à nos orateurs de nous dire ce qui leur paraît pertinent dans leur système par rapport à tout ça. Cet arbitrage, je veux bien l'expliciter dans ce qu'on pourrait appeler le continuum du managed care, la liberté de choix dans l'assurance maladie traditionnelle, suisse, américaine, française, où vous êtes assuré, vous vous faites soigner où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, et vous êtes remboursé. Ça n'existe plus aux États-Unis.
sauf pour 0,5% de la population qui travaille dans des firmes comme Goldman Sachs. Mais c'est terminé. C'est un autre sujet. Donc, entre les deux, cette assurance maladie traditionnelle et le staff HMO, le managed care dur, où les assureurs vendent un produit pour un prime moins cher et les assurés sont contraints de se faire soigner par un certain nombre de médecins qui travaillent dans ce secteur, dans ce réseau, et qui sont contraints de se faire soigner dans les hôpitaux qui font partie du réseau. Et entre les deux, il y a tous les modèles différents, une prolifération de modèles, group model, network model, IPA model, PPO model, et là, on va vous parler des modèles en Suisse aujourd'hui. Alors, 2 slides de plus, et je présente les 3 systèmes. Et beaucoup trop vite, ces slides sont surtout pour les orateurs qui vont vous parler. Mais moi, on m'entend si je veux parler fort comme ça. L'assurance maladie traditionnelle sous contrôle, c'est ce que nous avons aux États-Unis aujourd'hui pour la majorité des personnes. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle prospectif et continu de l'utilisation des soins. C'est-à-dire qu'un assureur privé comme United, vous avez entendu parler du meurtre du CMO de United Healthcare, quand on demande une autorisation préalable avant de faire un test, ça produit des réactions. Mais tous les HMO font ça. Et la question, c'est comment faire ça correctement. Et pour qui et qui va le faire. Deuxièmement, une assurance maladie incitative. Ça, c'est un preferred provider organization. C'est un réseau de producteurs de soins, de fournisseurs de soins qui décident de travailler ensemble avec des incitations pour baisser les prix, attirer une clientèle. Et puis, il y a des systèmes beaucoup plus intégrés où l'assurance et la production de soins, c'est le même système. L'assureur est aussi le producteur. Il n'y a pas cette séparation, chacun son métier. Moi, j'assure, vous produisez. Non, on intègre. Alors là, il y a des modèles à l'intérieur de ça. La Kaiser, c'est un staff model, plutôt un group model. Il y a des modèles plus légers, comme la Independent Practitioner Association. Il y a des network models. Et puis, il y a le modèle auquel moi je souscris. C'est le modèle pour tout le monde. C'est le modèle où moi, je peux avoir un réseau, et j'aime bien mon réseau, mais je peux sortir du réseau en payant plus, mais pas entièrement. Point of service. Bon, il y a un alphabet soup de modèles, et derrière ces modèles, il y a 3 idées que je voudrais vous présenter, et j'ai terminé. La première idée, c'est que quand on fait du managed care, c'est plus que de mettre en place un réseau, comme le Swiss Medical Network, qui est en grande partie un réseau qui couvre 33 cantons en Suisse. Mais c'est plus que ça. C'est aussi un système où on essaie d'adapter des structures organisationnelles à la prestation des services de santé. On met en place des règles. En général, ça vient d'une culture médicale administrative. C'est des médecins qui veulent bien travailler ensemble, coopérer ensemble. C'est des administrateurs qui croient. La Kaiser, quand ça a commencé, c'était des personnels qui voulaient pratiquer la médecine différemment. Et c'était des usagers qui voulaient se faire soigner différemment. Donc, il y a une quasi-religion autour de ça. On croit, dès le départ, que c'est un meilleur système. Donc, tout le travail, comment adapter les structures organisationnelles à la prestation des services, je pose la question à nos orateurs, comment ils font ça, comment ils se situent par rapport à ça. Deuxièmement, quelle est la conception pour mettre en œuvre des incitations financières pour les prestataires de santé qui vont au-delà de la tradition de la médecine à l'acte? Le plus qu'on fait, le plus on est payé. Comment est-ce qu'on change, comment est-ce qu'on renverse ces incitations sans tomber dans une certaine perversité où on a incitation à toujours faire moins? Tout ça, ça tombe à des méthodes de compensation financière qui deviennent très complexes. En général, on dit que les économistes parlent de l'argent et que les médecins parlent de la santé, mais
dans mon expérience empirique, c'est souvent l'inverse. C'est les médecins qui parlent de l'argent et c'est les administrateurs ou les gestionnaires ou les bons gestionnaires qui parlent de la qualité. Mais ça, il faut voir comment est-ce qu'on partage les risques de telle façon qu'on promeut la qualité et qu'on mette en place des systèmes de compensation qui marchent. Et enfin, la troisième dimension du managed care, c'est très management. C'est d'une part ce que vous venez de commencer à la légère en Suisse, ou peut-être c'est pas tellement à la légère, des contrats sélectifs, c'est-à-dire donner, l'assurance va dire, on travaille qu'avec un certain nombre de prestataires de soins, comment on fait de la gestion de la qualité, comment on rassemble de l'information financière, administrative, médicale et qu'on transmette cette information, et comment est-ce qu'on contrôle le volume ou l'utilisation des soins. Alors, vous avez 3 plus grands HMO dans la Suisse normande, EHC, 3000 assurés dans leur système, d'après ce que j'ai compris, qui ont un partenariat avec la CSS, et aussi quelque chose avec le groupe mutuel, 30 centres de santé, 3 permanences médicales, des soins aigus, l'hôpital de Morges, l'hôpital de rééducation, de long séjour, et des objectifs très importants de réduire les coûts de 12% de médecins qui génèrent 80% des dépenses. Ça, c'est très intelligent, il me semble. C'est-à-dire, si on peut se focaliser sur les patients qui sont les plus chers et bien gérer les soins pour eux, on peut, ce qu'on dit en anglais, achieve some savings. On verra. Comment orienter les urgences de faible gravité vers des structures plus légères? Comment générer un tiers des patients admis dans des programmes de prévention pour reculer le diabète? Tout ça, c'est des objectifs intéressants. Michael Durham va vous parler de ça. Ensuite, il y a ce système qui est le plus ancien, Delta, du professeur Dr Schaller. Là, c'est 22 500 assurés. C'est beaucoup plus grand. Mais ça ne comprend pas l'hôpital. C'est un système, si j'ai bien compris, qui réorganise la coopération entre des médecins généralistes et aussi avec des spécialistes et qui intègre la prévention et le nouveau rôle de ces professionnels, mais c'est séparé des structures hospitalières. Donc il y a une coopération importante, si je comprends bien, entre les acteurs et la médecine de première ligne. Et il y a une plateforme numérique que je n'ai pas encore étudiée, mais qui semble très innovateur, Socley. Et puis, vous avez le Swiss Medical Network Dino Causa, qui est le plus grand. C'est-à-dire, c'est le network le plus grand en Suisse. Il y a 2305 médecins, il y a 21 hôpitaux, il y a un plan santé qui est très intéressant, qui va faire du managed care, ou qui le fait déjà. Viva, attaché à Visana, si j'ai bien compris, à peu près 3200 membres. Et là, je m'intéresse à voir comment ces personnes sont choisies, comment c'est géré. Et ça se distingue aussi des 2 autres modèles dans la mesure où c'est à but lucratif. Donc, ça nous prend dans un système, un autre débat pour un autre jour sur la financiarisation du secteur santé, sur lequel nous avons peut-être trop avancé aux États-Unis. Voilà, l'introduction le plus rapide possible, mais maintenant on passe aux vraies questions, aux vrais acteurs. Vous allez chacun présenter, ou comment est-ce qu'on va faire? Qui voudra commencer? Alors, vous pouvez tout à fait commencer. Vous pouvez tout à fait commencer par me corriger sur toutes les fautes que je viens de commettre. C'est une façon de procéder. Ah oui. Alors, on peut procéder d'abord en demandant aux acteurs de corriger toutes les fautes que je viens de commettre par rapport à leur propre système, mais on veut éviter la présentation détaillée de chaque système, car nous n'avons que 35 minutes qui restent.
Donc, je crois que les questions que j'ai posées sur les slides, si ça intéresse nos orateurs, vous pouvez nous dire en quelle mesure, comment vous vous situez par rapport à tous ces concepts, ou les concepts qui vous intéressent le plus. Et quelles sont vos relations avec les assureurs? Quelles sont les possibilités que vous avez d'effectuer des économies, d'améliorer la qualité, d'intégrer des soins et de favoriser la coopération entre les professionnels de santé, de changer la façon dont la médecine est pratiquée, d'une part en élevant la qualité et d'autre part en faisant cette mission impossible de maîtriser les coûts en même temps. Comment ça se fait? Ok. C'est comme ça. On passe comme ça. Bon, bonsoir. Je vais surtout donner quelques précisations de l'introduction. Swiss Medical Network, c'est national, mais on applique ce modèle d'intégration des soins que dans 2 régions actuellement, réseau de l'Arc, donc la partie francophone du canton de Berne et au Tessin. L'idée, c'est normal, c'est de s'éloigner de la médecine de réparation ou à l'acte où on facture tout, on a l'intérêt de soigner plus. Donc l'idée, c'était exactement comme l'a expliqué le professeur, de rentrer dans une dynamique différente où l'incitatif, c'est plutôt de faire la médecine correcte. Et pour faire ça, ce qu'on a fait, c'est pas que de la coordination. Ça, je pense qu'on est en train, dans tous les domaines, d'essayer de le faire mieux, mais c'est surtout de lier la partie financière. Donc, on a un contrat avec un plan de santé dédié à nous, donc Viva, Powered by Visana, qui, en fait, en résumé, en gros, c'est qu'on reçoit un pro capita, donc pour chaque assuré, on reçoit un montant annuel et avec ce montant, on doit payer même les factures du patient qui va à l'Inselspital de Berne. Donc, c'est nous qui prenons le risque d'assurance en full capitation. Ça, c'est un peu la nouveauté pour la Suisse. Bon, ce n'est pas vraiment une nouveauté, mais Dix 98-2004 avait déjà travaillé en full capitation et en est sorti parce que c'était un réseau de médecins de famille et donc ils ne contrôlaient pas les coûts de l'hôpital. Nous, on est de l'opinion qu'en étant hôpital à l'origine, on soit capable de contrôler ses coûts. Ça, c'est le pari. Et en parallèle, on a un accord avec le canton de Berne, qu'on a un budget global, en fait. Donc, si nous, on descend avec l'hospitalisation de la population, on reçoit quand même le montant du 55% du DRG, comme si on avait hospitalisé le même montant de patients que la région a. Donc, on a un peu éliminé un possible frein de virage ambulatoire avec cet accord avec le canton. Donc ça, c'est le résumé. Mais pour ne pas me répéter d'autres choses, je passe la parole à Michael. Volontiers, bonsoir. La première petite précision à apporter, c'est que nous, on est le petit dernier. Et il faut saluer, dans le fond, ce qui a été entrepris par le réseau Delta et puis le réseau Viva, qui ont ouvert des portes et qui permettent aujourd'hui certainement de faire des choses qu'il était beaucoup plus compliqué de faire dans le passé. Donc, saluer les initiatives. La deuxième chose, c'est que pourquoi on a considéré que ça valait la peine de repenser les choses, c'est que on a la perception qu'on arrive aujourd'hui face à un système de santé suisse qui est à bout de souffle. Et puis, face à ce système-là, on perçoit bien qu'il ne va pas y avoir de miracle et qu'il n'y a que 2 options qui vont se profiler. La première option, ça va être une logique de rationnement des soins. Donc, ça veut dire que finalement, ce n'est pas très compliqué de faire des économies dans un système de santé. Il suffit de limiter l'offre, sauf que ça a des effets pervers.
Et puis, on pense que ce n'est pas la meilleure réponse sanitaire qu'on peut apporter. Et l'autre alternative, c'est d'imaginer repenser un peu le modèle. Et c'est le pari qu'a empoigné l'ensemble hospitalier de la Côte, qui est une institution à but non lucratif, reconnue d'intérêt public, et qui s'est donné pour ambition de repenser un peu les choses sous un modèle un peu différent. Alors, le modèle, il est assez simple à comprendre. Il repose initialement sur une intégration verticale. Ça veut dire qu'on a intégré au sein d'une même institution des offres de soins complémentaires et, comme vous l'avez dit, qui réunissent un hôpital de soins aigus, 2 centres de traitement et réadaptation, des établissements de long séjour, et puis une trentaine de centres médicaux avec une 60aine de médecins généralistes délimités au sein d'une région qui couvre 2 districts pour l'équivalent de 200 000 habitants. L'ensemble de ces structures sous la forme d'une intégration verticale sont réunies par un même système d'information avec pour objectif de parvenir à accéder au dossier médical unique d'un patient, quel que soit le lieu où il est pris en charge. Donc le principe de base, c'est celui d'une intégration verticale, partant du principe que certainement, on serait plus efficient dans un modèle intégré que dans un modèle éclaté. Alors, on aurait pu s'arrêter là et puis se dire que ça suffisait, et puis on a considéré que ça valait la peine de faire un cran supplémentaire. Et ce cran supplémentaire, il repose aujourd'hui sur un partenariat qui a été fait à ce stade qu'avec un seul assureur, qui est la CSS. Il n'y a pas d'exclusivité, donc ça veut dire qu'on pourrait tout à fait l'imaginer avec d'autres assureurs, et il y a des discussions actuellement avec d'autres assurances. Donc il y a la possibilité d'ouvrir ce partenariat de manière large. Et ce partenariat, il repose sur un principe assez simple, en tout cas à ce stade, mais on peut imaginer des modèles un peu différents. En tout cas, le partenariat avec la CSS, il repose sur le financement par la CSS de prestations qui ne sont pas finançables par l'assurance de base. Principalement 2 éléments, la coordination des soins et puis des programmes de prévention. Partant du principe, effectivement, et les chiffres le démontrent, qu'environ 12% des patients représentent 80% des dépenses de santé dans notre région. Et ce qui fait que si on est en capacité d'agir et de mieux agir dans le suivi de ces 12% de patients, on devrait parvenir, et c'est le pari qu'on fait, on devrait parvenir à réduire les dépenses de santé et idéalement même à augmenter le volet qualitatif. Le pari qui est fait, c'est que si au travers une meilleure coordination et des programmes de prévention, on parvient à réduire les coûts de santé, ça permet à l'assureur de proposer des primes dans le temps qui restent compétitives. Donc il faut admettre que c'est un modèle qui repose sur une approche long terme, parce qu'effectivement, il va falloir un certain nombre d'années pour parvenir à faire la démonstration qu'une prise en charge coordonnée avec un assureur qui finance des programmes de coordination et de prévention permet d'être plus efficient. Voilà le principe de base. Très bien. Oui, effectivement, Michael Derame a bien expliqué les grands principes. Pour essayer de bien comprendre, j'aimerais me reporter à 1992. Pourquoi 1992 ? Parce que c'est le départ du managed care en Suisse romande, avec un début de réseau Delta, avec les 6000 étudiants de l'Université de Genève. Si on arrive à comprendre bien ce modèle, ce premier modèle 1992, on arrive à comprendre en fait les objectifs et les buts. En 1992, l'Université de Genève finançait les primes de ses étudiants et le rectorat trouvait que les primes étaient beaucoup trop élevées par rapport à une population générale d'étudiants. Donc ils ont demandé
puisque au niveau fédéral, il y a eu la possibilité de faire un article exceptionnel pour développer les modèles médecins de famille, l'université, avec l'assurance Avenir, a pris la décision de contacter ce petit embryon de Delta en 92, c'est-à-dire 3 médecins. Et dans ce cadre-là, on avait un budget, comme l'a expliqué Michael, un budget pour s'occuper de la santé des 6000 étudiants de l'Université de Genève. Il était possible, grâce à ce budget, de financer une infirmière de santé publique qui faisait de la prévention à l'université, pour le tabac, pour le stress, la possibilité d'engager 2 psychologues parce qu'il y avait des problématiques liées à la santé mentale et au stress des étudiants, et puis d'avoir 2 médecins qui pouvaient être financés, non pas à l'acte, mais avec des salaires. Et en fait, cette équipe pluriprofessionnelle a pris en charge pendant 5 ans les étudiants de l'Université de Genève et a démontré que la qualité était égale, la satisfaction était égale, mais que les coûts étaient à 20% moins chers. Et c'est comme ça qu'a commencé le managed care, et c'est ce qu'on aimerait retrouver. C'est ce que Michael de Rame explique, c'est qu'on aimerait retrouver, d'avoir un budget qui permette en fait d'ouvrir une forme, pas de responsabilité sur les professionnels, parce que comme vous l'avez compris, si les professionnels gagnent plus d'argent s'ils font les économies, on arrive rapidement à des rationnements de soins. Donc les professionnels eux-mêmes n'ont pas une responsabilité directement financière par rapport à leur travail, mais le réseau a une co-responsabilité avec l'assureur et il pilote le réseau avec l'assureur. Et en pilotant le réseau avec l'assureur, vous vous dites, ben voilà, vous avez des patients, alors là c'était des étudiants, mais si vous avez des patients chroniques, puisque comme l'a dit Michael, c'est les patients chroniques aujourd'hui qui, dans nos sociétés, coûtent le plus cher. Vous dites, si j'ai un budget, qu'est-ce que je vais faire avec ces patients chroniques ? Je vais y introduire du case management, des infirmières qui vont pouvoir s'occuper de ces patients. Je vais essayer d'avoir des disponibilités pour ces patients parce qu'on sait que c'est la nuit et le week-end qui sont hospitalisés ou qui appellent en urgence et qui ne trouvent pas de médecin traitant. Je vais faire travailler le pharmacien du coin pour les médications. Je fais un programme pour la prévention des chutes et j'essaye effectivement que de ce collectif qui présente des pathologies chroniques, d'essayer de le garder en meilleure santé possible, mais aussi de lui trouver des solutions pour qu'on évite les ruptures de soins. Donc, en fait, la réflexion d'un réseau, c'est d'essayer, d'une part, d'améliorer la prise en charge des patients chroniques, de faire de la prévention. Et effectivement, dans le réseau Delta, avec le groupe mutuel, on a pu engager un coach santé qui a pu développer des programmes santé. Et puis, vous engagez aussi, vous collaborez avec les autres professionnels qui, compte tenu de la pénurie des médecins, vont pouvoir se substituer pour les soins qui sont plus simples et qui ne demandent pas de médecin. Donc, vous commencez à organiser les soins pour une communauté. L'autre élément qui est important, c'est de pouvoir développer dans un réseau de soins intégrés, et c'est ça aujourd'hui qui nous manque le plus en Suisse, et vous le savez, vous avez vu les échecs de Cara ces derniers temps. On abandonne, en fait, la Poste abandonne Cara, alors qu'on a investi énormément dans ce pays pour développer cet outil. On est sous-développé en termes d'informatique en Suisse. Donc le nerf de la guerre aujourd'hui pour créer un réseau et pour développer un réseau de soins intégrés, c'est d'avoir une plateforme numérique, d'avoir un dossier primaire des médecins et de pouvoir communiquer d'une part avec les assurés, c'est-à-dire de connaître vos assurés, pouvoir les stratifier, leur adresser des programmes de prévention en fonction de leurs problématiques et de leurs pathologies, donc les garder en bonne santé, de dialoguer avec eux, parce qu'aucun changement dans le système de santé ne se fera sans les assurés et les patients. Donc c'est important de les embarquer avec vous dans un système de soins intégrés, au-delà des mécanismes économiques. Et puis, vous avez des bases de données, des databases, et puis vous commencez à travailler, vous structurez votre patientèle, vos assurés, pour dire quels sont les assurés qui ont besoin d'intervention parce que leur parcours de soins n'est pas optimal dans le système de santé. Et finalement, l'objectif d'une organisation de soins intégrés, c'est d'aller chercher là où le système a des défauts, c'est-à-dire dans la pénurie, et puis vous allez aussi aller faire de la prévention pour garder ces personnes en bonne santé. Donc, il n'y a rien de magique et c'est rien d'économique en tant que tel. C'est surtout de poser autour de la table un budget, de réfléchir entre professionnels et avec les patients
comment on réorganise les soins pour qu'ils soient plus efficaces, moins coûteux, plus simples, plus local, plus participatif, etc. Donc c'est ça l'objectif d'un réseau Delta. Le problème qu'on a, c'est que dans cette salle, on m'a dit que c'est à peu près 180. 180, il y a 70% des Suisses aujourd'hui, donc 70% des personnes qui sont dans cette salle sont dans un réseau de soins intégrés. Vous ne le savez peut-être pas toujours. Donc, vous bénéficiez d'un modèle soit médecin de famille, soit de Telmed. Et puis, dans le cadre du canton de Genève, on a 130 000 assurés dans le canton de Genève qui font partie du réseau Delta. Donc, vous êtes à peu près dans la salle 80 à avoir un médecin Delta. Donc, il est vrai qu'avec... en posant toutes ces équations, on est lié entre professionnels, assureurs et patients que vous êtes, ou assurés que vous êtes, à développer des mécanismes qui nous permettent de trouver les meilleures solutions pour rester en bonne santé. Le projet de M. Maudet, encore un mot puisqu'on l'a cité avec le projet Beluga, c'est d'essayer d'organiser au niveau d'un canton, ce qui est plus difficile, mais ce qui est performant au niveau d'une population, une population générale, en fait, une organisation de soins intégrée pour le canton, en misant sur les maladies chroniques, la prévention, etc. Voilà quelques éclaircissements sur Delta et les modèles. Peut-être juste un petit complément. Vous avez compris le principe et la logique qui sous-tend ça. Dans le fond, on pourrait aller plus loin. Et puis, c'est une des questions qui se pose aujourd'hui. Parce que dans le fond, on est parvenu ou en tout cas, on va chercher à rendre le système plus efficient, à éviter des gâchis, et donc à partir de là, à éviter d'être dans une logique inflationniste. Mais on pourrait aller un tout petit peu plus loin. Des questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'on pourrait faire évoluer le système avec des partenariats d'assureurs où on ne finance pas les prestataires uniquement sur les prestations qu'ils ont réalisées, mais dans des logiques de value-based care. Ça veut dire, on pourrait tout à fait imaginer de rentrer dans des logiques où ce qui est important, c'est non seulement de réaliser la prestation, mais de s'assurer que cette prestation, elle a eu un effet, donc un outcome positif, et puis qu'elle elle a permis aux patients d'atteindre, dans le fond, l'objectif personnel qu'il avait, et donc une bonne expérience. Donc on pourrait imaginer faire évoluer ce modèle sous des formes encore un peu différentes, sur des logiques de value-based care, qui ne sont pas tellement développées aujourd'hui en Suisse, mais qui sont très développées dans les HMO américains. Et puis, on pourrait le faire évoluer de manière très significative. Et puis, c'est le projet pilote qu'on a déposé. Comme ça, vous voyez un peu les différents schémas possibles. C'est le projet pilote qu'on a déposé avec Philippe il y a 1 année et demie à l'OFSP, où on avait dit, écoutez, est-ce qu'on pourrait aller encore beaucoup plus loin? Et puis, à la place d'être sur des logiques de facturation à l'acte, dans le fond, on rentre dans une logique de facturation à la capitation. Ça veut dire que vous nous donnez un montant, et puis le réseau, il gère la santé de sa population au travers de ce montant. Et puis évidemment qu'un modèle de ce type-là amène des incitatifs tout à fait intéressants. Si on était financé à la capitation plutôt qu'à l'acte, c'est clair que la priorité numéro 1 de l'institution, ça sera la promotion de la transplantation rénale, la promotion des programmes de prévention contre le diabète, sécuriser les retours à domicile, s'assurer qu'en termes médicamenteux, on gère de manière parfaitement millimétrée le retour à domicile des patients pour éviter de se retrouver avec des ordonnances discordantes entre ce qu'il y avait avant l'hospitalisation puis après l'hospitalisation. Donc, ça amènerait toute une série d'incitatifs tout à fait intéressants qu'on retrouve dans certains modèles intégrés. On n'y est pas du tout aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne les HC, on avance vraiment par étapes. La première étape, ça a été l'intégration. La deuxième étape, ça a été un partenariat.
On réfléchit aujourd'hui, pour être tout à fait transparent, à des modèles de type value-based care. Et puis, moi, je pense que l'évolution dans les 10 années à venir, ce sera quand même le développement de modèles sous des formes de capitation, dont Dino en est un des initiateurs. Oui, je crois qu'il faut parler un peu plus, justement, de ces modèles, le plan Santé Viva, le projet que vous soumettez ensemble, parce que c'est ça, peut-être l'avenir de cette transformation. Et je demanderai à Philippe si ce n'est pas un petit peu frustrant de ne pas avoir l'hôpital faisant partie de ce réseau qui fonctionne si bien, Delta. Alors, deux choses pour essayer de mieux comprendre ce problème de financement, parce que c'est un problème qui est excessivement sensible, puisque chaque prestataire que nous sommes, pharmacien, physio, médecin, hôpital qui est sous DRG, on est tous payés à l'acte aujourd'hui. Et c'est la Suisse n'est pas le modèle à l'acte. Beaucoup de pays, beaucoup de professionnels ne travaillent pas à l'acte. Hein, c'est pas la majorité. La problématique du paiement à l'acte, c'est un peu cette problématique qui pose aujourd'hui un très gros problème dans nos organisations, dans notre système de santé. Pourquoi ? C'est-à-dire que pendant un moment, c'était très agréable de financer les professionnels à l'acte parce que vous pouviez codifier des actes, vous aviez une fracture, le chirurgien il est payé pour réparer la fracture, une grippe vous avez traité, un médicament vous savez combien il coûte à l'unité, une séance de physio, etc. Quand le système était simple, le paiement à l'acte était simple, quand il n'y avait pas de pléthore, le système à l'acte n'était pas pervers, etc. Aujourd'hui, on est dans un système beaucoup plus complexe, on est dans une complexité folle par rapport d'abord à nos métiers, par rapport à nos patients, par rapport aux maladies chroniques. Et il est vrai qu'aujourd'hui, le paiement à l'acte ne finance pas, comme on l'a dit, ni la prévention, alors qu'on a besoin de prévention. Le paiement à l'acte ne finance pas la coordination. Et le paiement à l'acte, où chaque acteur est libre de faire les actes qu'il désire dans son cabinet, dans son officine, dans l'hôpital aussi, tout le monde va chercher à maximaliser ses profits en faisant des actes. Et c'est là qu'on arrive à la problématique de notre système, et c'est pour ça qu'on essaie de réfléchir différemment. C'est-à-dire qu'à force de chacun fasse ses actes les uns à côté des autres, eh ben on a d'une part pléthore d'actes, et puis on a des actes qui n'ont pas de valeur ajoutée. C'est-à-dire il n'y a pas de valeur ajoutée pour le système, pas de valeur ajoutée pour les patients. Mais c'est comme ça que chacun fonctionne, et chacun a ses frais généraux qu'il doit couvrir en faisant des actes. C'est pas que les professionnels sont plus pervers que d'autres, mais dans la santé, mais simplement que c'est les règles du jeu. Et il faut changer ces règles du jeu. Et pour changer ces règles du jeu, vous devez prendre en compte les enjeux du système de santé d'aujourd'hui, la maladie chronique, la prévention, la coordination, et puis l'ambularisation, de pouvoir faire évoluer les patients dans l'ambulatoire plutôt que dans l'hospitalier. Donc vous devez mélanger les professions, faire émerger de nouveaux professionnels qui ne sont aujourd'hui, qui n'ont aucune tarification, etc. D'où la réflexion qu'a les modèles intégrés, comme l'a expliqué mes deux collègues. C'est d'une part de dire on a une sorte de budget indicatif et puis on va essayer de travailler dans le budget comme ça. L'assureur et l'OFSP sont garantis qu'on reste dans le budget parce qu'on ne veut pas faire exploser de budget. Et puis petit à petit, de ce budget, vous prélevez des sommes pour payer d'autres activités, la prévention, la coordination, des infirmières en pratique avancée, le rôle du pharmacien, etc., pour améliorer ceci. Mais c'est toujours à la marge. Et puis, comme présentait Michael de Rame, c'est-à-dire que l'idéal demain, ça serait de payer les professionnels sur la base de la plus-value qu'ils apportent à un patient donné. Mais pour mesurer cette plus-value, il faut faire des questionnaires qui s'appellent des PROMS et des PREMS auprès des assurés pour leur demander si les soins qu'ils ont reçus, c'était des soins requis, s'ils ont été bien traités par leur médecin, par leur pharmacien, etc. Donc, c'est des révolutions coperniciennes de changer ça. Donc, on essaye aujourd'hui, dans nos systèmes intégrés, de changer à la marge nos modèles d'organisation et
à côté du financement à l'acte, on apporte aux médecins des financements additionnels pour la coordination, c'est aussi dans le cadre des maisons de santé du canton de Genève, pour la prévention, c'est des programmes de prévention aussi dans les maisons de santé ici à Genève et dans les programmes de réseau de soins. Donc on essaie petit à petit de changer ce rapport et d'essayer de sortir les professionnels, et notamment les professionnels de première ligne, donc c'est tous ceux qui s'occupent des soins de base, hein, c'est pluriprofessionnel, de les financer par équipe ou d'organiser la première ligne sous une autre forme d'organisation. Et c'est ça quand même l'objectif, pour que les professionnels soient payés pour leur plus-value qu'ils apportent et pour garder la population en bonne santé et puis pour améliorer la maladie chronique. C'est simplement ça. Il n'y a pas de passe-passe économique, c'est un certain bon sens. Mais ça demande, comme tu le disais, Rodwin, des modifications majeures et en profondeur, et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Parce que s'il n'y a pas de changement d'allocation des ressources des professionnels de l'hôpital. L'hôpital a aussi sa perversité avec les DRG, vous le savez bien. Et c'est d'ailleurs, ça pousse en fait à faire des DRG, à augmenter les DRG. Mais dans les codeuses, c'est quasiment des gens qui sont essentiels dans les systèmes de santé. C'est le codage. Donc c'est quand même difficile d'imaginer que le codage est important dans un système de santé. Mais c'est comme ça. Et c'est une des perversités du système de santé. Je me permettrai de poser une question, notamment Dino. Ouais, peut-être. Alors, peut-être quels sont les leviers, on les a cités. Peut-être de ce qu'on a pu voir maintenant dans la première année de capitation, c'est que le levier plus grand, ce sont deux en fait. C'est un que le produit Viva oblige des génériques. Donc là, c'est un gain assez rapide. Et l'autre, où on a vu, je parle plus de virage ambulatoire. Moi, je parle de déhospitalisation. Parce que c'est ça qui fait diminuer vraiment les coûts. Et malheureusement, la déhospitalisation, ce n'est pas toujours une décision du médecin de famille je pense que le médecin de famille, même dans les modèles traditionnels, il a une éthique et il essaye quand même de gérer les ressources limitées de la santé en façon intelligente. C'est pas parce qu'un médecin de famille rentre dans un réseau qui fera un autre type de médecine, je pense. Donc, mais c'est dans la déhospitalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quelqu'un va dans les urgences, on décide de ne pas l'hospitaliser parce qu'on décide, selon certains critères, qu'on peut le renvoyer à la maison avec une assistance à domicile. Ou si quelqu'un appelle la hotline ou le téléphone, j'ai un problème, avant de le convoquer à l'hôpital, où c'est plus facile de le tenir en observation une nuit ou deux, c'est on vient chez toi, on regarde et on te tient à la maison. Parce qu'on doit toujours se rappeler qu'être à l'hôpital, c'est 1 200 francs par jour et au domicile, c'est de 3 à 600 francs par jour. Donc ça, c'est les grandes économies. Et si on regarde les statistiques, on se demande combien d'hospitalisations peuvent être évitées. Je ne sais pas. La Suisse a 13 ou 14% d'hospitalisation. C'est le champion du monde. Les autres pays, l'extrême, c'est les États-Unis, 2-3% probablement. Mais si on regarde l'Europe, on est à 7, 8, 9% d'hospitalisation. Donc nous, je pense qu'on a encore des hospitalisations qu'on pourrait éviter. Donc aussi en épargnant des coûts. J'aimerais dire 2 mots sur la qualité parce que tu as dit c'est un problème, non? Parce que ces systèmes ont l'incentive de le faire moins, en fait. Parce que si on facture à l'acte, c'est faire plus. Mais si je reçois un forfait, j'ai l'incentive opposé. Ben, là, la réponse, c'est que, bon, avant tout, il faut une transparence sur la qualité. Donc, PREMS, PROMS, il faut les publier. Et il faut, selon moi, et après, on a des divergences d'idées en Suisse, je pense qu'il faut maintenir la concurrence des systèmes. Donc, ce n'est pas en mettant une caisse unique à Genève et en obligeant tous à rentrer dans ce système
qu'on va promouvoir la qualité, parce que le système, ce sera lui à définir le niveau de qualité et pas le concurrent. On a des systèmes en fait de capitation dans nos pays limitrophes. Je prends l'Italie, je suis tessinois, je connais assez bien l'Italie. On a des régions qui s'occupent de la santé, reçoivent un montant par le gouvernement central pour faire ça. Mais le patient ne peut pas sortir. Donc moi, je préfère qu'il y ait des produits d'assurance à capitation en concurrence avec des produits en fee for service, qui seront peut-être plus chers, hein, comme tu l'as évoqué, mais on a le choix. Et si quelqu'un n'est pas content avec la qualité qu'on donne dans un système à capitation, il peut changer. Et c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui en Suisse. Chacun, s'il choisit un modèle d'assurance alternative, hein, en télémédecine ou de médecine de famille, peut changer tous les années. Malheureusement, c'est un des défauts de la Suisse, parce qu'après toute mesure de prévention, ils sont moins intéressantes si le patient ou l'assuré change tous les années. Il y a d'ailleurs des initiatives parlementaires pour proposer des contrats d'assurance sur plusieurs années pour mitiger cet effet négatif. Voilà. Parler aussi de la qualité. Question très simple. Quel pourcentage de patients changent depuis 10 ans du système Delta, qui sortent et qui rentrent? J'imagine que pour établissement, une cote, c'est trop... Qu'est-ce que vous envisagez ou projetez comme le nombre qui vont transférer? Et dans l'expérience aussi de Viva, qu'est-ce que vous projetez comme... quelles sont vos attentes par rapport à ça? Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, Edwin, l'enjeu d'un réseau de soins intégré, c'est de garder ses assurés. Voilà. Il y a 2 éléments pour garder les assurés. C'est d'une part de maintenir une prime qui est basse, mais ça dépend en fait de la politique de la caisse et pas tellement du réseau aujourd'hui. Et puis d'autre part, de fidéliser ces assurés parce que le réseau leur offre des services supplémentaires. On n'a pas pu le faire, on a pu le faire en 92, comme je vous ai expliqué. Il y avait des services supplémentaires pour les étudiants de l'université. Mais ensuite, le système, les assureurs ne voulaient plus ouvrir en dehors de la LAMAL. Et puis, on arrive depuis le 1er janvier 2025 à offrir, alors pour le groupe mutuel, pas pour les 300 000 assurés de Delta en Suisse romande, mais pour les 22 500 assurés du canton de Genève qui sont assurés dans Optimed Delta Santé, on peut offrir à ces assurés, comme je l'ai dit précédemment, une plateforme numérique sur laquelle ils peuvent atteindre 24 heures sur 24, en tout cas sur le plan informatique, email, d'envoyer des messages et d'avoir une infirmière à disposition, gratuite, sans code-part et sans franchise pour les consultations simples, de la télémédecine, et puis un coach qui leur permet de régler leurs problèmes de santé. Donc, si on offre pour la même prime à un assuré des avantages qui, somme toute, ne coûtent pas tellement cher et qui devraient apporter des améliorations économiques également dans le modèle fermé avec budget, eh bien, cet assuré, et si on dialogue avec lui, eh bien, cet assuré, il aura à cœur de rester dans le réseau. Et c'est l'objectif, c'est que les assurés participent au réseau. L'autre élément, c'est de faire des forums avec les assurés, de pouvoir développer ce qu'on appelle la démocratie et qu'on appelle tous de nos voeux la démocratie sanitaire. Et je pense que c'est ça le secret. C'est qu'aujourd'hui, vous ne savez pas, vous savez dans quelle assurance vous devez payer vos primes, mais vous ne connaissez pas bien le système, vous ne dialoguez pas avec votre assureur, vous payez vos primes, mais c'est pas un acteur, c'est pas quelqu'un avec qui vous participez pas à une communauté. L'idée, c'est que et les professionnels de santé participent à cette communauté de pratique. C'est pour ça que le réseau Delta, c'est des médecins de premier recours, des paramédicaux de premier recours qui se sont mis ensemble pour développer un projet de santé primaire. Et puis l'autre élément, c'est que maintenant, les assurés deviennent une communauté. Ils disent « j'appartiens à ce réseau, je m'intéresse au réseau, il m'offre des services ». Et c'est ça le grand plus demain. Et c'est la révolution par les assurés et par les patients qui sont participatifs, qui comprennent le sens éventuellement
restriction d'un IRM, ou des fois, c'est clair comme assuré, on n'est pas toujours content quand notre médecin nous refuse une prestation. Mais si vous avez confiance en votre réseau et confiance en votre médecin, vous allez accepter et vous dites oui, c'est sur des bases normées, c'est sur des bases qualité, sur des évaluations qualité que ces restrictions sont faites et vous les comprenez. Et si vous ne les comprenez pas, comme on l'a dit, le système suisse offre la totale liberté de changer d'assurance, de changer de modèle, de changer de médecin. Et ça, c'est très précieux parce que ça garde ce sentiment de liberté et de qualité aussi, puisque les professionnels sont aussi soumis et les réseaux sont aussi soumis à votre vote et à votre décision de changer d'assurance d'année après année. Mais il ne faut pas changer pour quelques francs de prime. Il faut vraiment changer parce que le modèle, l'assureur, les médecins ne sont pas de bonne qualité à votre goût. Enfin, en partie, oui, mais en partie, non, parce que je ne sais pas quel pourcentage des patients ont quitté Delta. Écoute, on ne sait pas parce que c'est les assureurs qui font ce décompte, mais on sait qu'en Suisse, je pense qu'il y a 10 à 15%, ça dépend des années et des écarts de primes qui changent. Ceux qui changent sont souvent les personnes qui ont peu de risques et qui vont par opportunité chercher, et ils ont le droit, et c'est normal, chercher une prime plus basse. Mais ça fait des transferts d'assurés qui sont parfois massifs. Il y a 2 ans, la KPT avait baissé ses primes de manière majeure. Et en fait, ils ont récolté beaucoup de jeunes patients. Mais les 2 années suivantes, ils vont devoir payer de la compensation des risques parce qu'ils ont des assurés jeunes. Donc, ils vont devoir augmenter leurs primes. C'est de nouveau un autre assureur qui a une prime plus basse. Mais au fil des années, aujourd'hui, on voit que les primes entre les assurances maladie s'égalisent à quelques 10-20 francs près, que les modèles aussi alternatifs s'égalisent et les assurés sont de moins en moins enclins à changer d'assurance. Et puis on voit que la masse critique des assureurs aujourd'hui, c'est 1,2 million, 1,3 million d'assurances, ni plus ni moins. Ils ont à peu près, les 4 grandes assurances, c'est à peu près ce qu'ils ont comme assurés. Ces assurés restent stables aujourd'hui. Dans Delta, je ne sais pas, parce que on a 13 contrats avec 13 assureurs différents, puis chaque fois, c'est des modèles, et puis il y a des confidentialités aussi des personnes par rapport à la protection des données. Mon hypothèse serait que le taux de sortie serait moindre dans le réseau Delta qu'ailleurs. Mais c'est une hypothèse que je voudrais. Oui, c'est une hypothèse. Pour l'instant, pas, puisqu'on n'a jamais proposé des services et que les patients ne savent même pas qu'ils sont Delta, puisque le nom réseau Delta n'est pas sur le modèle. C'est modèle Benefit Plus, c'est SSI, c'est Suica, modèle médecin de famille, donc ils ne sont pas nommés. La première fois que Delta est nommé, c'est dans Optimed, avec Optimed Delta Santé. Et là, c'est un modèle qui existe en tant que tel. Donc, on va voir si effectivement, avec la relation qu'il y a entre Delta et ses assurés, s'il y a effectivement des gens qui sortent et pourquoi ils sortent. Est-ce qu'on doit conclure à l'heure? On est en Suisse après tout. Il est 7h05, on a encore un tout petit peu de discussion. J'aimerais bien que la salle puisse c'est prendre vrai. la parole, en fait, mais je vais vous laisser peut-être juste rebondir sur ce que vient de dire Philippe. Non, moi, ce que je souhaite juste mentionner, c'est que on a beaucoup parlé, ou en tout cas l'a entendu, que l'une des vraies réponses qu'on pourrait apporter à l'inflation continue des coûts du système de santé suisse, ce serait d'imaginer tout concentré sur 5, 6, 7 super hôpitaux en Suisse, sur le modèle d'autres pays. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que le processus d'intégration, il est en cours. Donc, ça avance. C'est en train de se faire. Je pense que, à titre personnel, je pense que c'est une tendance lourde. Et je pense, donc ça peut paraître un peu compliqué ce qui est partagé ce soir. Je pense que c'est fondamental. Parce que je pense que le système de santé suisse, il va se cristalliser dans les 10 à 20 ans à venir au travers de 15, 30 grands réseaux de soins intégrés. Ça, c'est ma conviction. Sur des modèles de produits d'assurance dont les assurés pourront choisir en fonction de leurs prérogatives personnelles et puis des avantages que les produits vont proposer les uns par rapport aux autres.
Et ce qui fait que je pense que c'est extrêmement important de gagner en connaissance, de s'en occuper, d'expérimenter, de faire, parce que je suis assez convaincu que les choses vont se cristalliser de cette manière-là. Voilà. Je crois que c'est une très bonne conclusion. Je ne pourrais pas faire mieux, sauf que d'ajouter que la concurrence entre ces 12 réseaux se fera très probablement sur la nature des plateformes, de la communication, de la gouvernance, comme a dit le Dr Chalère, le rôle des assurés par rapport au rôle des prestataires de soins, par rapport aux administrés. Et tout ça, ça va devenir des grands enjeux. Oui, un système d'information. Un des éléments qui va être fondamental aussi, c'est l'éventail des prestataires intégrés, Oui. fondamental. On a beaucoup parlé des hôpitaux, on a beaucoup parlé des médecins, on a peu parlé des pharmacies. Et typiquement, je suis convaincu que les pharmacies, les physios, les laboratoires doivent être des partenaires intégrés à ces réseaux et qui joueront un rôle important demain. Madame, j'aimerais bien prendre une ou deux questions de la salle avant de vous envoyer au buffet. Rodolphe. C'est un micro, ça? On m'entend? Ah oui, c'est marrant. Je vais le garder. Merci et merci pour cette présentation. Donc, je m'appelle Rodolphe Meyer, je travaille comme directeur adjoint à la DSI des HUG. Et vous avez fait des présentations très doctes et très intéressantes qui sont comme autant un peu d'îlots, d'intelligence, de pragmatisme et puis finalement d'expérimentation. Je peux parler plus près du micro? Oui, pardon. Et c'est très marrant de parler dans une boîte. Et donc, l'idée, si vous voulez, c'est... ma question, en fait, c'est une question un peu à deux étages. Le premier étage de la question, c'est est-ce que vous avez des contacts à la fois entre vous puis avec d'autres expérimentateurs, et si vous les avez identifiés, et derrière, comment est-ce que le politique vous regarde, et puis finalement, est-ce qu'il s'intéresse à mesurer les résultats que vous obtenez pour éventuellement en retirer un enseignement et peut-être un consortium qui se mettrait en place de changements ou de décisions au niveau du fédéral? Alors, là, vous faites référence au génie local suisse. C'est exactement ça. Mais qui a beaucoup de valeur. Hein. Oui. Et en fait, je crois beaucoup à ça. Mais effectivement, on est typiquement dans cette logique-là, qui est celle de dire que ça vaut la peine de laisser naître des expériences locales qui ont été possibles compte tenu d'un terreau local tout à fait particulier. Et en l'occurrence, l'écosystème genevois, il est différent de l'écosystème jurassien et morgien. Et c'est parce qu'il est différent qu'il a amené à des modèles différents. Moi, je ne suis pas un adepte des modèles uniformisés. Donc, je pense qu'on peut tout à fait vivre avec des produits d'assurance différents qui tiennent compte de réalités différentes. Je vis bien avec ça. Et je pense qu'on va plutôt s'orienter dans cette direction-là, notamment compte tenu du modèle législatif sanitaire suisse. Reste que les échos aujourd'hui, en tout cas l'attention aujourd'hui, je peux vous confirmer qu'il y a une vraie attention des autorités sanitaires, un regard tout à fait positif et bienveillant sur ces expériences, mais qu'on est au début d'un processus, quoi. Oui, merci. Je pense que je pense qu'effectivement le fait que des expériences différentes dans des régions différentes doivent se faire, ça stimule l'innovation et c'est comme ça que ça se fera en Suisse. Mais si on parle du regard des autorités politiques, et comme vous êtes au DSI des HUG, notre conseiller d'État nous regarde fortement, même s'il n'est pas là, mais son esprit flotte, pour savoir si les HUG vont enfin se communiquer avec l'IMAD et avec les médecins de ville. Puisque vous êtes au DSI, je pense qu'on pourrait se mettre à table tout bientôt pour essayer de voir comment les réseaux, parce que c'est vrai que si vous regardez le rapport Beluga, il attend que les HUG, l'IMAD, les médecins de ville, les réseaux intégrés de ville, dont Delta,
travaillent ensemble, collaborent pour s'intégrer. Mais pour s'intégrer, il faut qu'on se parle, et pour qu'on se parle, il faut qu'on ait des systèmes informatiques qui fonctionnent. Et vous connaissez quelles sont les guerres de territoire qui existent dans ce canton et dans d'autres depuis tellement d'années. Donc oui, on nous regarde, mais on doit agir. Alors, alors, entre nous, je pense que la Suisse sanitaire est très petite et on se connaît quasiment tous. C'est vrai que Genève, c'est vraiment un peu loin. Mais bon, je suis tessinois, je peux le dire. Et j'ai ma mère qui est de Genève, donc je peux oser. Non, la politique, c'est un peu bizarre maintenant. Ils sont tous très intéressés à le fonctionnement. Au début, je dois dire, on a pris les premiers contacts avec l'OFSP en 2020-2021 et c'était pas trop compris. Et ils ne sont pas en train de mesurer notre qualité. Donc nous, on a mis en place une recherche d'accompagnement avec l'Uni de Bâle et de Neuchâtel, soit pour les questions d'économie et de qualité sur cette approche. On a un contrat sur les 6 ans. Donc, c'est nous qu'on le finance. Il n'y a pas de financement public pour ça parce que, ouais, c'est un peu dommage. Je crois que sur cette recherche de prestataires et moins cliniques, je ne sais pas comment on dit en français, Versorgungsforschung, on est un faible en Suisse. Alors, une dernière question, rapide. Voilà. Merci. Une question concernant la répartition de l'efficience qui s'adresse peut-être à Michael et à Dino. Dans un modèle, on voit que si le système gagne en efficience et que le canton continue de payer forfaitairement sur une base tarifaire, qu'est-ce qui garantit qu'il va en avoir pour son argent, si je peux me permettre cette expression? Et puis, dans le système de l'EHC, si le prestataire de soins est rémunéré par un assureur qui a intérêt à finalement payer un petit peu moins, qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas tendre à baisser la qualité? Bon, la question sur la qualité, elle est directement liée aux avantages que vous apportez aux assurés, hein, parce que l'assuré il peut changer de produit d'assurance quand il veut. Donc, vous êtes condamné à être bon. Ça, c'est le premier élément. Et puis, le deuxième élément que tu adresses, on n'y est pas encore. Si tu veux, de savoir, dans le fond, est-ce que l'efficience, parce qu'on est meilleur, permet de réduire les montants qui sont dépensés et par l'État et par les assureurs pour financer les prestations, on n'y est pas encore. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans des logiques de réduction. Hein. L'objectif au niveau de la Suisse, il faut juste voir la tendance historique. Hein. La courbe, elle est nette. Hein. Donc si déjà on arrive, et ce serait clairement l'objectif, à stabiliser les choses, ce serait déjà une immense victoire, quoi. Donc avançons par étapes, quoi. Alors le financement du canton, c'est le grand défi parce que alors nous, on a monté un modèle de full capitation dans le système suisse. Donc, on a quand même dû slalomer un peu, hein, je veux dire. Donc, un des problèmes plus grands, c'est le financement dans le stationnaire du canton. Comment, moi, je peux déshospitaliser, mais atteindre quand même mon 20-25% du budget d'un hôpital qui vient du canton de domicile de mes patients stationnaires. Et ça, avec le canton de Berne, comme je l'ai rapidement dit au début, on a pris le barème, c'est le taux d'hospitalisation de la population dans cette région. Mettons qu'il est 16%, si notre population d'assurés atteint le 14%, ben on est payé quand même comme s'ils étaient le 16%. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé cette formule pour pas avoir le frein de la déshospitalisation. Mais ça fonctionne avec le canton de Berne.
Ben, vous savez, Moutier, dans quelques mois, passe au Jura. Avec le Jura, on n'a pas cet accord. Donc, on est de nouveau en difficulté. Et au Tessin, on n'a pas pu encore discuter avec le canton pour une combine comme ça. Donc, si on veut pas révolutionner la loi en Suisse, pour favoriser les full capitation, il faut trouver un système, au moins un accord des cantons pour rentrer en matière de ça. La MAL prévoit le budget global. Donc, autour de ça, on peut monter un système, mais pas tous les cantons sont d'accord. Donc, il faut encore un grand bout de persuasion aujourd'hui. Merci beaucoup. Je remercie Dino Caozza, Michael de Rame, Philippe Chalère et Victor Rodwin. On a vu à quel point... Vous pouvez les applaudir. Alors, on a vu combien le sujet est vaste. On l'a effleuré là un peu aujourd'hui, mais grâce à vous, merci beaucoup d'avoir ouvert un petit peu ce débat et ces discussions autour du managed care et des trois réseaux que vous avez mis en place. On a commencé à parler un peu de l'implémentation, des questions d'implémentation, des difficultés au niveau de l'organisation et ce sera le thème du prochain symposium Health-CH qui aura lieu le 9 septembre à la rentrée et pendant lequel on utilisera comme prétexte un petit peu le projet Beluga pour discuter de ces questions-là et on intervient. Alors, il y aura une réflexion macro avec les questions économiques que vous avez évoquées qui sont essentielles et vous avez montré quelles difficultés vous avez eues, même il y a eu des marches arrière de 92 à aujourd'hui. D'une certaine manière, le système de 92 est le plus abouti en termes de capitation par rapport à ceux qu'on met en place aujourd'hui. Et on voit les difficultés que ça représente sur le terrain pour travailler. Et donc, ce sera aussi l'objet de ce Health-CH qui, derrière le projet Beluga, essayera de réfléchir à toutes les étapes de la mise en place d'un projet et jusqu'à la question de l'organisation et du changement des identités professionnelles aussi que ça implique, parce qu'on a beaucoup parlé de ce retournement, de ces changements de pensée et de ces changements d'organisation qui impliquent des changements aussi dans l'activité, dans votre activité comme manager. La plupart d'entre vous, vous êtes des managers des organisations de santé. Et puis, dans l'activité aussi des médecins, des soignants, des administratifs dont vous vous occupez. Alors, maintenant, on va s'occuper de nous. On vous invite à aller à l'apéritif qui se trouve juste en face. Et on libère ceux qui doivent malheureusement partir. En tout cas, merci encore beaucoup de vos interventions. Et à bientôt.